Bon, comme les objets démembrés sont en possession de la justice, donc il s'agit d'une propriété de l'appareil de justice, m'appartient uniquement à moi, eh bien, je devrais le déposer à ce qui a de droit et pour l'analyse de laboratoire et de traces de crime. Mais hier, on a avancé, on est allé milieu loin de ces objets. On a vu l'image murale sur laquelle les taches de sang étaient bien visibles. On n'a même pas besoin d'une analyse chimique dans le laboratoire. On a pris quelques prélèvements et on a mis dans le flacon à l'essence de mimazo. On avait ça sur nous. Eh bien, on les a déposés. Hier, on a fait beaucoup de travail, on était fatigués. Aujourd'hui, comme il pleut, on se projette de rester dans un coin de café, de bavarder des universités américaines fantasmées sur celles d'Allemagne d'avant-guerre et les suicides qui en suivent. C'est un article assez dramatique finalement pour un article de philosophie. Suicide des étudiants et des jeunes enseignants. Pourquoi? C'est parce que l'université est très confortable, mais anachronique. L'université tout seul est une chose anachronique dans notre époque. Maintenant, oui, être poète ou écrire des paroles pour les chansons, c'est beaucoup moins anachronique dans notre époque. C'est l'université à l'allemande qui est anachronique, non pas une université qui prépare à un métier, mais une université en tant que spéculatif. Allemande, en plus dans un pays comme aux États-Unis, ça si c'était en Égypte, à Caire, comme l'université de El-Azhar, ça on pourrait comprendre côté métaphysique millénaire. Je me demande si tant chérie l'université de Bologne est encore métaphysique et spéculatif, ou bien philologique peut-être, théologico-philologique, c'est autre chose. Ça, c'est une instrumentalisation. Ben oui, El-Azhar, je ne connais pas très bien, mais ça aussi, c'est pas uniquement spéculation et métaphysique, mais c'est un apprentissage coranique des herméneutes des différentes époques. Donc, c'est une préparation à une chaîne politique, sûrement, mais politico-théologique également, etc. Est-ce qu'on a des équivalents? On peut faire des analyses, en commençant par l'université d'Istanbul, qui a eu bouleversement de réforme en 1933, avec mise devant la porte de plusieurs enseignants de l'ancienne génération et les nouveaux arrivants, d'originalement juifs, séculaires, forcément, etc. C'est une grande... Et les nouveaux, à l'époque, dans les années 30, donc, nouvelle construction d'une université à Ankara, du Tarih, coğrafya fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi, faculté de sciences politiques et faculté de langue, géographie et l'histoire d'Ankara. Là, les deux très anciens et devenus ayant une tradition en soi.
Voilà, c'est une longue truc, mais il faut vraiment faire des analyses, rapprochements et comparaisons au niveau universel. Parce que l'université, c'est toujours universel. Oui. Ben, j'avais vu un film à la télé sur une chaîne. Voilà, en Chine communiste, donc, vers la fin de dissolution vers le libéralisme, un groupe de jeunes enseignants brillants qui a étudié à l'étranger, à Paris ou aux États-Unis, ils font retour à leur pays et ils essaient, comme c'est interdit de établir une université privée, donc ils ont commencé à faire des cours publics de plus en plus payants et ayant un statut quasiment universitaire. Tout de suite n'ayant pas reconnu par l'État, mais plus tard reconnu, c'est devenu un lieu comme une usine pour gagner de l'argent en faisant propagande de l'éducation à l'américain, la vie, way of life American, business American, thinking American, action American, laughing American, etc. C'est une film très très édifiante. Oui, c'est une autocritique aussi très touchante parce que ça se passe en Chine, ça se passe finalement sur la mentalité chinoise et avant tout c'est sur la mentalité américaine qui est une faillite. Et l'autre film, un film américain avec un acteur mûr, homme très connu, mais ça se passe à Dubaï. Donc, pensée globale, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'université, mais ça c'est quelqu'un. Voilà. Un homme d'affaires vient à Dubaï et il s'installe dans son hôtel extra luxe pour rencontrer le chef local, chef d'État, mais il est en vacances imprévues et on n'a pas de nouvelles depuis 15 jours. Et chaque lundi, chaque vendredi, on dit que lundi il va venir. Vous pouvez le rencontrer, parler de vos affaires. Et le mec, au bout de 3 mois, en fait, il s'installe à Dubaï. Il va à son désert pour voir construction de bâtiments et tout. Il se promène dans les bâtiments en construction. Il voit les ouvriers indiens, indonésiens, malaisiens, madagascariens, etc. C'est très édifiant, les images. Eh bien, surtout l'image des articles au milieu desquels cette ville se construit en béton avec les grandes voies et tout. Ça, c'est une ironie de notre époque, anachronique, qui va devenir synchronique bientôt. Et on voit des autres hôtels en fonction, donc super luxe, confortable, moyen de transport qu'on ne voit ni aux États-Unis ni en Europe, mais ce sont des wagons de train individuels pour les chefs qui se voyagent d'une plaza à une autre, donc dans une tube climatisée, sans prendre bien sûr des moyens de transport public qui n'existent même pas. Donc le train existe pour les individus, pour les riches, et les wagons uniquement. Et le reste, ce sont des chameaux et des super luxe voitures américaines. Et on voit l'histoire des chameaux, effectivement, bien qu'on a des diesels américains, mais sans chameaux et sans cet oiseau rapace, disons l'aigle, c'est pas l'aigle, mais Shahin, qui est leur passion de tous les Arabes, et les couteaux.
on n'appelle pas couteau, mais c'est une épée portable pour l'arabe, ornementée et tout. Voilà. Ça fait une arabe, c'est suffisant pour faire une arabe riche. Il faut ajouter une montre pour le bracelet. Voilà, le reste habillé tout blanc et donc comme une communiste, sans différence de classe. Chez nous seulement les enfants de circoncision s'habillent comme ça, comme arabes, tout blanc, sans différence de classe. Sauf Khrouchtchev qui fait toute fantaisie. Khrouchtchev, très plus. Vous l'avez compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, la fin du film, le mec d'un certain âge, quand même, il constate devant le miroir qu'il a une masse dans le dos, donc il se doute d'un cancer, un début de cancer. Il se consulte à un hôpital. Là, il y a une médecine femme, donc bien éduquée aux États-Unis, etc. Mais le problème est que comment elle va soigner un homme, une femme arabe, saoudienne peut-être, c'est pas même pas Dubaï, pour moi ça m'est égal. Une femme saoudienne n'a pas un droit de soigner un homme, en plus un étranger, un arabe, c'est impossible, mais un homme étranger, c'est encore pire des crimes. Bon, la chose se fait, le traitement commence et une histoire d'amour jolie commence. La femme n'a pas le droit de conduire. Bon, cette femme, ou bien, c'est pas dilapidée, mais une femme, voilà, un bochol d'amish, non pas divorcé, mais en voie de divorce. Donc, il attend 3 phrases de son mari, etc. Voilà. Donc, une imprécision dans l'état civil de la femme. Eh bien, elle n'a pas le droit de conduire, elle n'a pas le droit de louer un appartement, mais elle trouve un appartement secondaire au milieu d'un océan Indien extraordinaire bleu, deep bleu. Ils font un week-end ensemble, inoubliable. Une histoire donc. Et c'est logique dans le film que ce couple se parle en anglais, parce que la femme rarement a l'occasion de parler américain, donc étant éduquée aux États-Unis, etc., ayant des mœurs qui viennent de son époque estudiantine, etc. C'est un film édifiant. Parce qu'on montre la condition de femme et l'homme, des hommes à faucon. Voilà, j'ai trouvé le nom de rapace. C'est pas aigle, mais faucon. L'homme, l'arabe au faucon, mâle, et la femme travailleuse dans les hôpitaux. Bon, la femme disparaît, parce qu'on ne sait pas comment. À la fin du film, je me rappelle, mais la femme, cette histoire est interrompue dans les milieux de travail, donc hospitalière, parce que c'est une faute juridique en plus. La femme disparaît, l'homme rencontre le cheikh, et l'ouverture inauguration d'une grande tente dans le désert surréaliste. Et tout est bien sûr décor hollywoodien en vrac, c'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, tout est décor, façade. Donc après l'inauguration, les choses se démontent et tout le monde va à son pays d'origine. Triste histoire. Des gens bien éduqués. Un homme d'affaires dans son retraite qui ne trouve pas de boulot aux États-Unis et qui part à l'étranger pour un boulot occasionnel qu'il connaît très bien, mais comment on va faire des affaires avec les Arabes, ça, il ne connaît pas, bien sûr.
et l'autre, une femme qui a pris un métier en excellence, mais elle ne sait pas comment exercer finalement, humainement. Alors je me disais, voilà une histoire moralisante, mais c'est pour laisser une trace concernant la morale de l'histoire, non pas au sens courant, bien sûr, de signification en français d'une morale, d'une histoire moralisante, mais essayons de dire en allemand une Geschichte Moralisierung. Moralisieren. Ou c'est mieux encore, Sittlichkeit. Sittlich, Geschichte. Sittlich, c'est mieux parce que, à moins que je connais mal, eh bien, Sitten, c'est quelque chose à voir avec s'installer, n'est-ce pas? Sitten, la racine s'installer, qui nous renvoie à, bien sûr, à construire, bauen, wohnen, habiter, et penser, denken, manière de penser, déterminée par nos moyens de construction et comment nous y habitons dans un jardin de rosiers, ce que nous faisons, tandis que les autres, dans leur holding gratte-ciel, dans leur imam hatib, dans leur école primaire religieux, transformés religieux d'un jour, lendemain, dans la proximité d'un parc rosier, c'est très dangereux, etc. C'est ce qui leur empêche de travailler et de spéculer dans leur tour d'ivoire, dans leur tour d'espoir ou désespérance, dans leur tour de désespérance des travailleurs, etc., pour laisser une trace, c'est-à-dire, je dirais, une stèle. C'est pas obligé qu'il comprenne, qu'une trace n'est pas laissée pour comprendre, pour laisser comprendre, oui, laisser des traces. C'est autre chose. Dire quelque chose à quelqu'un, par exemple à vous, c'est autre chose. Il y a des choses dissibles, il y a des choses ineffables. Et juridiquement d'abord, et juridico-littéralement ensuite. Ou d'abord, littérature n'a pas fait son affaire, son boulot, son devoir, que juridiction reste caduque. Et ainsi que bâtir devient caduque, ainsi que wohnen, séjourner devient paralysé, paralytique, et ainsi que la pensée devient une simple vague impensée. Voilà la chose. Recycler dans cette décharge publique, entre deux décharges publiques, il y a une vie urbaine qu'on appelle modernité ou postmodernité, selon l'état d'éveil des esprits. Donc je disais que, en fait, en citant Lacan, pour être précis, alors une lettre, disait-il, arrive toujours à sa destination ou à son destinataire. Donc la réussite d'un réseau de superstitions en voie de signe, ça dépend pour que le cercle soit fermé sur soi, donc qu'il y ait un retour au destinataire, et ce qu'on appelle réussite, qui donne une satisfaction, émerveillement, etc. Ça dépend de votre force d'attendre. D'attendre n'est pas passif, mais un investissement fort de signification qui est de l'ordre personnel, bien sûr, et qu'on appartient. Si elle arrive à quelqu'un d'autre, ça ne lui intéresserait pas. Il ne se sentirait pas le centre du monde ou destinataire émerveillé. Mais si ça arrive à vous,
donc à son propriétaire, entre guillemets, eigentlich, et à son propre lieu, et donc il y a une réussite. Donc tout dépend de charge affective que vous y investissez et la lettre qui supporte cette charge. Donc vous ne seriez pas désintéressé par la réception de lettres. La lettre portera toujours ses secrets, donc à déchiffrer. Sinon, la lettre mémorisée, vous l'auriez contenté. Moi, j'ai photographié les morceaux brisés de mon bref, mais je ne me contente pas. Et je trouve que dans l'objet, il y a plus ou autant que je m'en charge. Et photographie en donne seulement un aspect, plusieurs aspects, mais pas totalité. Et être propriétaire de l'objet vous donne garantie ou encore un espoir d'en tirer davantage. Prélèvement par prélèvement, parce que vous vous dites que dans la pensée, cet objet, rien du tout, mais m'a rendu heureux, donc ça porte un espoir qu'il va me satisfaire dans l'avenir aussi. Comment? Et en aidant comme signe, justement, comme lettre, donc un clin d'œil à des autres charges affectives. Ce qu'on appelle mon film, par exemple. Et le film, ou ce qui se trouve en tant que signe, entre guillemets, personnalisé, non pas par moi, c'est autre chose, mais personnalisé dans la réception, c'est-à-dire je regardais pendant visionnement de mon film par un kidam, lui, selon sa charge affective, son attention flottante ou aiguisée, va trouver sa lettre à lui et non pas la lettre que j'ai envoyée. Vous voyez, c'est Lacan, c'est du Lacan pur. La lettre qu'il espérait de recevoir, il va recevoir sa lettre dans mon film, que je n'ai pas mis, mais je l'ai fait exprès en distribuant ou en mixant les cartes. Avant de distribution des cartes de jeu, j'en fais un mixage, ce qu'on appelle montage dialectique. Au défaut d'un mot ou concept mieux approprié. Donc, non-unilatéralité du message de l'œuvre artistique, qui sera polyvalent, je disais polyglotte, polygène et polyvalent, et plusieurs époques successives va y trouver son profit, sa joie, son espoir, et sa poursuite et son point de tremplin pour sauter comme relais à son cheminement. À son cheminement, ça veut dire qu'il va, lui ou elle, va construire son puzzle à lui, qu'on appellerait histoire, film, trame de vie, amour, ou simple espoir, ou une ère de gaieté. Et ceux qui seront frustrés par mes films. Et oui, on retourne à l'anecdote de sémence biblique, christique. Alors, tu vas trouver ce que tu as semé. Mais si, à mon intention, tu intentes un procès,
là, tu es malsain ou mal intentionné, eh bien, toi, tu n'auras que trouvé des mauvaises intentions. C'est ça, dans mon film, c'est caractérisé par le Philippe, par le personnage de Philippe, brigande, etc. Mais lui, il se transforme d'un film à l'autre, qui aura 3 ou 4 parties. Il s'est déjà transformé entre le discours dans la même journée en passant par un bar au Music Life. Vous voyez, les choses se passent très vite dans le film. Et ce qu'on appelle fiction. Les films normaux, entre guillemets, de long métrage, sont basés sur ce trucage-là, qu'on appelle les élémentaires de la fiction. Des sacs qui se retrouvent, se transforment, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, dans le multi-voice. Voilà, c'est pour dire que, à travers plusieurs personnages, on montre l'aventure d'un seul concept finalement, qui est multiple en soi, qui fait des éléments disparates, qui maîtrise ce qu'on appelle un concept, qui est mesuré par sa force de rassembler et organiser à son propre chef plusieurs éléments que j'appelle, à partir d'Aristote, stoïca, que je traduis comme histoire, au sens de fable, novel, EQ, mécelle, allégorie, anecdote. Vous voyez, le cercle encore enfermé. Ce sont des origines littéraires de la Bible. Donc, j'ai fait à la fois une exégèse, philologie, psychanalyse, de quoi? De la Bible. À la luthérienne, comme on avait commencé très tôt ce matin. Il est déjà midi et demi.